Se retrouver seul sur une île paradisiaque, vivre de plaisirs simples, en communion totale avec la nature, pratiquer sa passion dans des conditions de rêve, c'est l'expérience qu'ont voulu vivre Aurélien et Ewen, deux surfeurs bretons. Accompagnés de leur ami Renan, ils décident de parcourir les îles indonésiennes à la recherche de la vague parfaite. Mais ils étaient loin d'imaginer jusqu'où ce voyage allait les mener. Notre but, c'était de rester 40 jours sur l'île, voir si on pouvait survivre, rentrer en autonomie et surfer. Là, le but du jeu, c'était de savoir est-ce qu'on est capable de faire à manger, est-ce qu'on est capable de maintenir du feu en vie, est-ce qu'on est capable de... Et en plus, avec tout ça, aller faire des images de surf, de belles images de surf, en étant en forme et que tout le monde soit content au final, quoi. Donc c'était un sacré challenge, ouais. Yes, c'est Yao. No, c'est Didak. Please, c'est Silakan. Thank you, c'est Terima Kassi. Les trois amis pensent avoir bien préparé leur aventure. Mais dès leur arrivée en Indonésie, les premières difficultés vont se présenter. On avait choisi l'endroit et la période dans l'année pour que ça soit la fin de saison des pluies et le début de la rentrée de la houle, en gros, quoi. Et sur la houle, on s'est pas planté parce qu'on a eu les vagues de notre vie. Mais par contre, on a eu que des orages, que de la pluie. Nos aventuriers ne se laissent pas abattre. Ils partent pleins d'espoir à la recherche de l'île déserte dont ils rêvent. On avait repéré une île sur Google Earth, donc on a fait 24 heures de ferry pour y aller. Ensuite, on est arrivé sur cette île-là, il a fallu trouver un pêcheur qui est une petite pirogue pour qu'on puisse justement explorer toute la côte et trouver un endroit où il y a une bonne vague et on puisse s'isoler, donc où il n'y ait personne pour pouvoir survivre. Donc tous les jours, on se levait à 5 heures du matin, on trimballait tout le matériel. On faisait tout le tour de la côte, on faisait des petits camps de fortune. Donc tout ça pour s'apercevoir qu'on ne trouvait pas ce qu'il nous fallait. On avait potentiellement trouvé une vague, c'est-à-dire par exemple une pointe qui tourne, qui cache un petit peu l'océan. Ça veut dire que c'est un abri. Et ben forcément, les locaux, depuis des générations, ont établi un petit port de pêche. Ça veut dire que quand nous on arrivait, il y avait 50 gamins qui nous couraient après toute la journée. Donc impossible de s'isoler aussi, quoi. Même si on est fan de rencontrer des gens, là, le thème, c'était de trouver une île déserte avec personne et voir si on est capable de s'en sortir. Le premier mois, ça nous a vraiment fatigués. On était vraiment cuits, même avant que l'aventure réelle, la survie commence. Dernière île, dernier espoir. Et c'était le jour de l'anniversaire d'Aurélien. Et donc là, on s'est dit, bingo. Voilà, on a trouvé ce qu'on voulait, quoi. Après un mois de galère, l'aventure, la vraie, peut enfin commencer. Les derniers préparatifs se font dans l'excitation. On prend 20 kilos de riz. Ouais. On va au marché acheter des poules pour qu'on ait des œufs et là, un apport en protéines. Un peu de manioc, 2-3 trucs, et puis bim bam boum, on charge le bateau, on part le matin. Un pêcheur et son fils acceptent de les déposer sur leur île déserte. Mais la traversée commence sous de mauvaises augures. Ça caille, il y a un putain d'orage, on est en plein dedans, il va bientôt pleuvoir. Et on a dû caler une dizaine de fois, au top. Panne de moteur, et puis on voit un gros grain qui arrive avec les éclairs qui tombent. Oh là là, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? À votre avis, on est à quelle distance de l'île? Je sais pas, 20-25 minutes en bateau, qui marche. Le bateau qui prend la flotte, les 2 poules le bec dans l'eau, les affaires, les 20 kilos de riz qui prennent aussi l'eau, parce que bon, on était en train d'écoper, on était en panique, parce que plus le temps passait, plus... on démarrait pas le moteur, donc on se faisait pousser un peu par le vent sur la barrière de corail. Donc ça commençait à être hyper périlleux. On a 3 km à faire. Il y a Nono qui rame avec les moyens du bord. On y est presque, hein. Plus de moteur. Il y a des pêcheurs là-bas, mais ils n'ont pas l'air de calculer. À force de cris, d'autres pêcheurs viennent secourir les naufragés et les déposent sur l'île. Enfin, on arrive à aller sur la plage juste avant la tombée de la nuit, donc on débarque tout le matériel. Bon, ça commençait bien. Ça commençait bien, les premiers soirs. Donc pas à manger, pas le temps d'aller pêcher, et puis tout ce matériel à déplacer, pour se retrouver pile poil entre les 2 vagues qu'on avait vues le jour précédent.
On n'a pas commencé à faire un feu et comme il a plu toute la journée, c'est loin d'être gagné. Bon, à mon avis, on va pas manger ce soir. Sinon, on sera trop mort. Vu que ça faisait un mois qu'on galérait et qu'on ne trouvait pas cette île-là, même en arrivant dans ces conditions sur l'île, malgré tout, on était content d'être là et de pouvoir enfin commencer notre rêve de survie. Ouais. Les 3 amis ont convenu avec le pêcheur qu'ils passent les chercher dans 40 jours. Ça y est, l'expérience de survie peut enfin commencer. On a passé toute une journée à tout dégager pour pas avoir de surprise avec d'éventuels serpents, toutes les feuilles mortes, etc. On a essayé de placer nos hamacs assez près les uns des autres, c'est de faire un camp un peu minimaliste, bien regroupé, avec le feu au milieu. Et puis on est allé pêcher, et puis on est tout de suite rentré en galère, quoi. Ouais. Ah non? Il y a un bon grain là quand même. Ouais. T'as un gros grondement derrière. Et puis après ça loupe pas, au bout de 5 minutes, il tombe des cordes. Et là-bas, donc c'est les tropiques. Quand il pleut, c'est le vent qui se lève à 80 km/h, des éclairs dans tous les sens. Et donc tout ça dans la forêt, à pas trop savoir si un arbre allait nous tomber dessus. Même si t'as tes potes à côté, tu te sens comme un petit enfant au fond de ton hamac. Et en fait, il pleut tellement que ça ruisselle tellement sur les troncs que ça connecte en fait les attaches du hamac. Et du coup, en fait, l'eau se propage. Et en fait, au bout d'un moment, oh non, ça y est, ça commence. Et du coup, voilà, en fait, ton hamac, il se remplit d'eau. C'est beau ça. Bon courage, il fait jour dans 1 heure. Ah ouais? Ouais. Et puis une fois que le grain y passe, tu remets dans ton hamac, puis tu dors jusqu'au lendemain matin. Et des fois, il y avait 2 orages dans la nuit, quoi. Et des fois, il n'y avait pas de vent, et l'orage est resté juste au-dessus de l'île, comme dans les cartoons, juste pour te faire chier. Quand ça arrête, tu t'emmerdes, La pluie ne laisse aucun répit aux 3 apprentis Robinson. Et pourtant, les plus belles vagues ne sont qu'à quelques pas. Mais impossible d'aller surfer, l'urgence est ailleurs. Tu te lèves le lendemain matin, t'es en mode j'ai l'estomac qui est comme ça, donc tu manges de la noix de coco, mais pas trop, tu sais ce que ça fait. Et tu vois une super vague qui se lève, qui déroule avec un gros souffle, tu fais faut aller pêcher. Les premiers jours, on s'est aperçu que c'était pas un garde-manger, c'était pas un supermarché avec une étale de poissonnerie. Devant nous, on pouvait choisir le poisson. Le lagon, on le connaissait pas forcément, on connaissait pas non plus les espèces qu'il y avait. On n'est pas de grands spécialistes de la chasse sous-marine, au contraire. Ça va attirer de la mouche, hein. Je sais pas. C'est pas terrible. Et puis une fois qu'on sort de sa prise, faut l'écailler, faut le vider. Il faut que l'autre s'occupe du feu, il faut faire cuire le poisson, mais on n'a pas d'outils. Alors on a essayé comme si ça marchait pas, comme ça marchait pas non plus. À la fin, tu jettes ton poisson dans la Bresse, j'exagère un peu, mais voilà, c'était très laborieux au début, quoi. Vraiment, ouais. C'est super bon. Aïe! Sauf que ça vaut 10 brûlures. Ah non! Quelques coupures. Ah putain! Fatigue. Donc c'est super rude, quoi. C'est pas facile à faire la cuisine. Non. Il est 11h20. Ah ouais? C'est le 11h20. petit-déj, quoi. C'est le petit-déj. Donc on est parti pêcher le poisson, il était 7h. Ouais. On est revenu, il était 9h. Donc depuis 9h, on prépare le poisson. Très vite, tout va tourner autour de la nourriture. Qui dit cuisine, dit feu. Mais nos surfeurs ne sont pas si bien préparés et allumer un feu va s'avérer bien plus compliqué qu'ils ne l'imaginaient. On avait les petits trucs militaires, je sais pas le nom en tête, c'est un espèce de grattoir où ça fait des étincelles à 1000 degrés, là. Donc quand on est en plein Sahara et qu'on a de la paille, ça s'enflamme tout de suite. Mais quand on est en Indonésie, en fin de saison des pluies, tout est humide et trempé. Et... Donc ça marchait pas. Du coup, on s'est dit, bon, allez, vu qu'il va falloir quand même faire du feu, au cas où, on prend quelques briquets, quoi. On a mis les briquets de côté, mais je sais pas comment on s'est débrouillé. En fait, les briquets se sont oxydés. Et du coup, en fait, on a fait 1 fois, 2 fois la pierre. Et puis l'autre briquet, c'était pareil. Et en fait, on a perdu tous nos briquets, quoi. Donc on s'est dit, putain, les gars, là, si on n'a plus de feu, à part manger les petits poissons crus, ça va pas être top, notre histoire. Et puis, donc, pas moyen de faire chauffer le riz. Le riz, ça se mange pas cru, enfin, on est d'accord. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup dormi, parce qu'on était en stress que le feu s'éteigne. Donc toutes les 2 heures, il fallait s'assurer qu'il y en avait. Et des fois, il nous restait un petit bout de braise qu'il fallait passer. Des fois, j'ai passé, je me rappelle, 2 heures
à faire repartir le feu, quoi. C'était la guerre du feu, exactement. Je sais pas, depuis hier, on a dû dépenser 10 litres d'eau. Sachant qu'il faut faire du riz, il n'y a pas que de l'eau à boire. Tout à l'heure, on a commencé à creuser un trou et voir si on trouve de l'eau. Mais bon, vu la chaleur qu'il fait, pour l'instant, on perd beaucoup d'eau pour pas grand-chose. Pendant ce temps-là, moi, je fais des gouttières. En attendant la prochaine pluie. Ça, on avait quand même anticipé qu'on allait vite tomber en rade d'eau. Donc on avait pris un filtre en céramique qui permet de filtrer de l'eau vraiment saumâtre pour la boire. Donc on s'est entrepris de faire un puits. Et en fait, on creusait après petit à petit un peu tous les jours. C'était pas super profond, mais arrivé au bout d'une semaine, 10 jours, on avait de l'eau à profusion, quoi. Ça y est, les garçons ont réussi à s'organiser pour leurs besoins quotidiens. Ils peuvent enfin aller surfer. Mais là encore, une nouvelle désillusion les attend. Contrairement aux vagues françaises qui déroulent soit sur du sable, soit sur des rochers, là-bas c'est sur du corail. Et le corail, comme tout le monde le sait, ça coupe comme des lames de rasoir. Ça n'a pas raté, évidemment, à une vague, j'ai pris ce qu'on appelle un tube, donc je me suis fait enfermer dans la vague. Normalement, on ressort, là, ça n'a pas été le cas. La vague m'a pris et m'a envoyé violemment contre le récif. Et ça m'a valu d'avoir une bonne surface de mon dos ensanglantée, avec des parties assez profondes. Donc il fallait vraiment que je fasse attention à ça, à pas que ça s'infecte. Et on avait, pour désinfecter, un produit chinois qu'on nous avait conseillé là-bas. Certes, ça désinfecte bien, mais ça fait super mal, quoi. C'est pire que l'alcool à 90. Je veux dire, la douleur, là, en quelques semaines, entre mon dos, les mains, les machettes, le médoc chinois, tu te mets tous les soirs, ça arrache. On est rodé, hein. Ouais. On y va ? Les garçons gardent le sourire, ils ne réalisent pas que leurs vies sont en danger. Et la malchance va les poursuivre. Un soir, t'avais super faim, à 2h du mat, il te coupe un morceau de coco, il se coupe à moitié le doigt avec la machette, que des trucs comme ça. Et puis l'organisme est complètement dépassé, quoi. Et du coup, rien de cicatrise, et plus les carences alimentaires, plus les nuits de merde, etc. En fait, à un moment, on pouvait plus, quoi. Je sais pas jusqu'à quel point le corps peut aller, à quel moment on chope une infection du sang, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi près de ça qu'à ce moment-là. Et donc moi, c'est sûr que je me voyais pas faire 10 jours de plus comme ça, dans ces conditions sanitaires-là, quoi. Les blessures d'Ewen commencent à s'infecter. Une situation qui inquiète sérieusement les 3 aventuriers, car ils sont bel et bien coincés ici. Le pêcheur ne doit revenir les chercher que dans 10 jours. Et une nuit, la situation s'aggrave brusquement. C'est le soir où on s'est fait démonter par en fait un orage qui n'était pas venu du même endroit. Donc en plus, on prenait carrément, au lieu de prendre l'eau par-dessus, on prenait l'eau par le côté parce que le vent n'était pas le même. Et en fait, on a un espèce de palmier, un jeune palmier qui s'est écroulé sur le carbec qu'on avait construit. Et ça a éteint tout le feu. Et le feu est éteint. Ah ouais? Il y a quelques braises, c'est de repartir, mais le bois est surtrempé. On s'est dit, bah non, on va peut-être arrêter de déconner. De toute façon, on peut plus rallumer le feu, donc on peut plus faire de riz, on peut plus rien faire, on peut plus. C'était l'apocalypse. Ouais, c'était la fin, là. C'était la fin des haricots, quoi. On voyait quelques lumières un petit peu perdues dans l'océan, et on s'est dit le lendemain matin, mais vu la taille de houle et la nuit, c'est obligé qu'il y ait peut-être des gens qui se sont abrités. Donc on a laissé Ewen au camp, et avec Ronan, on a traversé l'île par la forêt. Et en fait, de l'autre côté de l'île, pile poil à l'opposé, en fait, il y avait 3 indos, les traits jusque-là, qui avaient passé une nuit de merde, qui étaient morts. La présence de ces pêcheurs, c'est un petit miracle pour nos aventuriers à bout de force. Il va maintenant falloir les convaincre d'affronter la tempête pour les ramener sur la terre ferme. C'est vrai qu'on ne parlait pas très bien l'indonésien, surtout sur notre île déserte, on n'a pas trop pu pratiquer. Non. Et heureusement pour nous, ils avaient un peu de papier et un crayon. Et du coup, on a réussi à leur expliquer. De toute façon, je pense qu'il ne fallait pas faire 36 dessins pour voir notre situation et comprendre qu'on voulait rentrer à terre. Les 3 amis troquent le peu de matériel qu'il leur reste en échange d'un retour à terre. Ils auront vécu 23 jours sur l'île en autonomie totale. Le défi a été relevé. On a fait ce qu'on a pu, on a quand même surfé les vagues de nos vies, on s'est mis des tubes de fou,
On a chassé le varan, on a mangé toutes les espèces de poissons dans le lagon, on a des flashs et des images. Enfin voilà, il se passe plein de choses, on se sent vivant à ce moment-là. Mais heureusement qu'il y ait eu cette tempête-là et qu'il y ait les indos qui nous ramènent à bon port, quoi. On a eu des moments où on était quand même contents de nous parce qu'on se dégageait du temps pour aller surfer. Ça veut dire qu'on arrivait à pêcher vite et bien le matin, on arrivait à vite trouver le bon bois, à garder, et puis se sentir un peu plus à l'aise avec notre environnement. De revenir un peu à la base et aux sources comme ça, c'est une expérience unique et c'est vraiment à vivre. Ouais. Enfin, on est très fiers de ce qu'on a fait, c'est évident, ouais, carrément.